Bienvenue dans Couture apparente, le podcast qui s'interroge sur la mode et l'impact qu'elle a sur nos vies. À la fois un art et une industrie, la mode soulève des questions sociales, politiques et écologiques que ce podcast aborde sans complexe. La mode et le féminisme sont-ils compatibles ? Comment créer des bijoux durables ? Quel est le coût d'une fabrication éthique ? Est-ce que la mode discrimine les minorités ? Qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France ? Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Charlotte Lemay, Géralda Barros, Fanny Enjolras-Galitzine et Noémie Monroe pour notre 30e long format « L'influence mode peut-elle être éthique ?» Cet épisode est un peu particulier car il est basé sur une conférence. Et oui, encore une, mais que voulez-vous, la rentrée était chargée en conversations passionnantes. On reprendra notre format classique dans les prochains épisodes. Avant de commencer, j'aimerais donc remercier le salon Who's Next et plus précisément son espace Impact dédié à la mode responsable d'avoir invité Couture apparente. J'aimerais aussi vous faire des petites excuses pour la qualité du son qui n'est pas celle à laquelle je vous ai habitué dans le podcast. Car nous étions au sein d'un événement avec beaucoup de public, et qui dit beaucoup de monde, dit beaucoup de bruit. Mais je suis sûre que ça ne vous empêchera pas d'apprécier les propos essentiels de nos invités. Je suis ravie d'aborder le sujet de l'influence dans Couture apparente, car c'est un thème qu'on n'a pas tellement évoqué depuis les débuts du podcast. Pourtant, depuis quelques années, c'est devenu un pan à part entière, essentiel de l'industrie de la mode. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, les influenceurs et surtout influenceuses sont des personnes ayant amassé un nombre conséquent de followers sur les réseaux, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Ils et elles ont donc la possibilité de les influencer dans leurs idées, leur façon de consommer. Dans le cas de la mode, c'est souvent en partageant leur tenue, les marques et les adresses où elles vont s'habiller. Pour les marques, c'est l'opportunité de toucher des consommatrices l'air de rien, d'individu à individu. Là, dans la description que je vous donne, c'est vraiment l'essence du consumérisme. Et souvent, l'influence, c'est ça, un rouage dans le mécanisme bien huilé d'industrie guidée par le profit. Mais une influenceuse qui recommande des petits créateurs locaux ou qui initie sa communauté à l'upcycling a-t-elle le même impact sociétal qu'une qui travaillera avec des marques accusées d'exploitation humaine ? Et même dans ce cas engagé, est-il possible d'animer un compte d'influence éthique sans succomber à d'autres sirènes ? Si on pousse le débat plus loin, peut-on être éco-responsable si une part importante de nos revenus repose sur le fait de vendre des produits à des gens ? En bref, une autre influence est-elle possible ? Vous vous en doutez, il s'agit ici d'un débat nuancé qui se prend au cas par cas. C'est précisément pour ça que j'ai convié 4 influenceuses engagées, géniales, mais très différentes. Charlotte Lemay, mannequin et influenceuse éthique, fondatrice de Aware Collective, Géralda Barros, créatrice de contenu spécialisé dans l'upcycling, Fanny Enjolras-Galitzine, presque une habituée du podcast à ce stade, qui tient le compte d'information The Greenimalist, et Noémie Monroe, qui partage ses bons plans éthiques sous le pseudo de Jetable. J'ai demandé à nos invités de nous raconter leur parcours et comment elles en étaient arrivées à exercer leurs activités atypiques. Charlotte commence. Bonjour. En fait, moi j'ai été mannequin depuis, maintenant ça va faire 15 ans, depuis 2010. Et j'avais déjà une conscience écologique qui grandissait tranquillement, mais que j'appliquais pas du tout dans mon métier. Et plus ça allait, plus je me sentais en dissonance. Et j'ai fait un énorme burn-out en 2016 qui a remis un peu en question toute ma pratique. Et je me suis demandé ce que je pouvais faire à mon niveau en fait. Est-ce que, pour être complètement alignée, est-ce que j'arrête mon métier de mannequin et je vais vivre à la campagne et je vis en intarcie? Est-ce que je continue mon métier de mannequin, je gagne bien ma vie et je mets de côté mes convictions? Impossible. Ou est-ce que, modestement, j'essaie de faire bouger les choses de l'intérieur, de faire évoluer mon métier et de me servir de tout ce que j'ai appris, de tous ces codes de la consommation, codes de la société du désir, pour parler d'éco-responsabilité, d'un mode de vie plus éco-responsable. Et c'est là que j'ai décidé d'utiliser les réseaux sociaux, en fait, pour parler de ces sujets-là et pour montrer que l'écologie, oui, c'est faire des efforts, oui, ça peut être contraignant, évidemment, ça l'est, mais c'est aussi un mode de vie qui peut nous faire beaucoup de bien. C'est un mode de vie qui peut être hyper cool, hyper sexy. Et voilà, moi, c'est ça que j'ai envie de mettre en valeur depuis quelques années.
Et tu le fais effectivement très très bien. Gérald, est-ce que tu veux nous raconter comment tu t'es retrouvée avec ces dizaines voire centaines de milliers d'abonnés qui suivent ta passion pour la couture? On n'aurait pas deviné il y a 15 ans qu'on aurait autant d'influenceuses upcycling et autant de succès. Alors pour ma part, mon histoire avec les réseaux sociaux, ça a commencé au premier confinement. Donc j'ai montré mes créations sur les réseaux sociaux de façon complètement hasardeuse. Les gens ont apprécié ce que je postais. Les gens ont commencé à me demander des conseils sur comment eux-mêmes pouvaient aussi revaloriser leurs propres vêtements, comment eux-mêmes pouvaient consommer différemment. Et aussi des tutoriels parce que moi je poste tout type de création, tout type de revalorisation, que ce soit des t-shirts, des jeans, ça peut être des coutures des niveaux de couture plus ou moins poussés. Et c'est comme ça que j'ai commencé à donner des conseils, faire des tutoriels et aussi à plus grande échelle après, parler de mode éco-responsable, parler de seconde main et de marques vers lesquelles se tourner qui sont plus éthiques et plus responsables. C'est très chouette comme histoire et effectivement je trouve que ce qui est intéressant dans l'influence de mode éthique, c'est qu'il y a vraiment un rapport de lien et de conseil où les gens viennent chercher et je trouve que ça fait une relation assez chouette aux communautés. Je sais pas ce que t'en penses, Noémie. Si, je suis bien d'accord. Moi, c'est exactement comme Géralda, je me suis lancée pendant le premier confinement. Aucune originalité. Mais en fait, de base, je suis photographe et j'ai bossé 7 ans dans le luxe. Pareil, j'ai fait un gros burn-out, c'était horrible, ça n'a jamais été un milieu qui m'attire du tout, le luxe. Et ça a encore plus confirmé que je n'aimais pas ça. Et en fait, pendant le premier confinement, j'ai eu besoin de me reconnecter avec ce que j'aimais, donc avec la photo, avec la créativité. Et parallèlement à ça, ça faisait quelques années qu'en fait je me suis dégoûtée toute seule de ma consommation mode parce que comme beaucoup j'étais une grande consommatrice de fast fashion et où en fait j'ai pris conscience qu'il y avait un problème et j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à découvrir en fait la mode éco-responsable et là je me suis dit mais il y a plein de marques qui existent mais je trouve pas de compte en fait qui recense toutes ces marques, qui les fait découvrir et en fait c'est exactement pour ça que j'ai lancé mon compte Instagram et au départ c'était plus pour moi, pour faire mes photos, pour m'amuser, pour être créative et pour me faire un petit annuaire personnel et au final ça a intéressé plein de gens et c'est trop chouette. Au final, tu as des dizaines de milliers de personnes qui regardent cet annuaire avec toi. C'est pas mal. Fanny, comment est-ce que tu as créé ton compte? Moi, je le sais parce que c'est pas la première fois que tu es dans Couture Apparente. Comment est-ce que tu en es venue à créer ce projet The Greenminimalist qui est assez atypique quand même dans le paysage de l'influence? Bonjour tout le monde. En fait, moi, je suis passionnée par la défense des droits des consommateurs depuis que je suis enfant. Depuis que j'ai l'âge de 8 ans, je lis Que choisir et 60 millions de consommateurs. C'est assez étrange, chacun ses passions. Et en fait, je suis juriste de formation et de métier à plein temps. Donc, contrairement à mes consoeurs, je ne vis pas du tout de l'influence, partiellement ou totalement. Et c'est un choix volontaire parce que j'adore le droit, je sais que c'est aussi très étrange et j'adore la mode. Donc, bien avant que la mode éco-responsable soit à la mode, déjà depuis le début des années 2010, le bon sens me faisait poser plein de questions sur qu'est-ce que je porte, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je mets sur ma peau. Et en fait, depuis 2013, depuis l'effondrement du Rana Plaza, la société civile a commencé à se poser des questions, les journalistes ont commencé à investiguer et on a vu tout l'enfer derrière nos vêtements en termes sociaux, écologiques, tous les impacts négatifs que cette industrie engendre. Et on a eu accès à l'information. Et donc, à partir de là, je me suis très fortement interrogée. J'ai une curiosité qui est assez phénoménale. Donc, tous les soirs, je lis tout ce que je peux sur ces marchés-là, sur le marché de la mode, parce que je suis passionnée par ça. Et du coup, j'ai ouvert ce compte au début pour les copines et la magie d'Instagram a marché. Donc, ça, c'était en 2017. Et en fait, plus le temps passe et plus j'écris sur une réflexion sur notre société de surconsommation, sur la loi, parce que ça reste quand même ma méthodologie, mon domaine d'expertise. Et l'idée, c'est vraiment de faire réfléchir, de faire prendre conscience sans culpabiliser, parce que dans notre société d'hyperconsommation, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Vous l'aurez compris, nos invités ont des expériences très variées dans l'influence mode. D'ailleurs, c'est l'une des industries qui consacre le plus de budget à ce domaine. D'après Vogue Business, les dépenses liées au marketing d'influence grimpaient à 16,4 milliards de dollars en 2022. En général, là où il y a beaucoup d'argent, il y a aussi beaucoup de dérives sociales ou environnementales.
J'ai donc demandé à nos invités ce qu'elles avaient eu l'occasion de constater pendant leur carrière. Noémie s'est lancée, et pour elle, il est compliqué de pratiquer une influence éthique. En fait, je dirais que déjà à titre personnel, tout dépend si on souhaite en faire une activité principale ou non. Exactement. Moi, ça n'a jamais été mon souhait et je pense que ce serait très difficile si c'était mon souhait. Enfin, je suis consciente de ça. Il y a tellement de choses à dire, pardon. Non, mais tu soulèves un point qui est effectivement très important, qui est que quand, mais ce qui est le cas de n'importe quelle personne qui est dans l'industrie à 100%, quand nos revenus et notre survie dépendent des partenariats marques qu'on va faire, en comptant que les petites marques éthiques ont très peu de budget, malheureusement, on le constate, il y a eu beaucoup de fermetures de petites marques au cours de l'année écoulée. Ça devient effectivement compliqué d'être avec beaucoup d'intégrité dans ses valeurs. Parfois, il y a des gens qui n'osent même pas s'engager par peur de ne pas être parfaitement engagés. Charlotte, je vois que tu hoches la tête. C'était un piège, il ne fallait pas réagir. C'est une question qui, pour moi, est vraiment essentielle. Tu fais une partie de tes revenus, mais pas la totalité avec l'influence, Charlotte, si je ne me trompe pas, vu que tu as le mannequin. Absolument. C'est vrai que ça soulève tellement de questions, je pourrais partir dans tous les sens. Mais je pense que c'est bien quand on fait de l'influence et qu'on en fait un métier, donc qu'on est rémunéré par ça, de ne pas être piégé par ça et d'avoir autre chose à côté pour ne pas se sentir obligé d'accepter tel ou tel contrat. Si c'est le cas, si on n'a que ce métier-là, c'est déjà très bien, je dirais que le premier défi, ça va être de choisir les marques avec lesquelles on va collaborer. Et là, il y a un immense défi quand il s'agit de mode, parce que je ne travaille pas qu'avec des marques de mode, je travaille aussi avec des cosmétiques, mais je peux vous dire que la mode, il n'y a rien de pire pour moi, pour faire le choix, parce que c'est hyper obscur en fait. On a très peu d'informations sur les lieux de fabrication, sur les labels, en fait, on ne les connaît pas vraiment, on ne les comprend pas vraiment. Enfin, moi, avec le temps, je commence, mais c'est très difficile de faire le tri dans tout ça. Et poser des questions peut être aussi mal vu. Et en fait, moi maintenant, je mets toujours 3 critères pour choisir une collaboration mode. Je vais regarder la composition des vêtements, le lieu de fabrication et les labels. Et en fait, si déjà les influenceurs mode faisaient ça, ça serait un énorme pas en avant. Mais ils ont différentes craintes qui les bloquent en fait à poser ces questions. Déjà, il y en a qui ne se rendent pas forcément compte de la gravité du sujet, parce que malheureusement, un des gros problèmes qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui font encore la promotion de l'ultra fast fashion. On parle même plus, maintenant Zara, H&M, c'est mignon. Non mais c'est vrai, c'est les gentils maintenant. C'est dire l'état de la catastrophe. Voilà, c'est dire où on en est, quoi. Donc en fait, déjà, s'il y a des influenceurs qui acceptent ce type de partenariat, c'est un problème. Donc là, il y a la loi qui est en train de justement évoluer là-dessus. On va encadrer le métier d'influenceur qui est pour l'instant, c'est pareil. C'est un vide juridique. On peut faire ce qu'on veut. Rien n'est régulé, rien n'est encadré, ou presque, à part les jeux, l'alcool, etc. Mais sinon, au niveau de la mode, il y a encore tout à faire, que ce soit au niveau juridique, au niveau des influenceurs, des renseignements qu'ils doivent prendre, etc. Tout à fait. Une question aussi qui me vient, qui n'est pas forcément liée à l'industrie, c'est le dialogue avec les communautés de followers, qui est donc essentiel, parce que le but, c'est de construire des communautés pour pouvoir en vivre partiellement, ou en tout cas pour influencer le plus de monde possible. Or, ces communautés ne sont pas forcément sensibles aux valeurs dont on va parler. Je pense notamment à toi, Géralda. Je ne sais pas quel est le cas avec tes followers, mais j'ai remarqué que sur TikTok, il y a beaucoup d'influenceuses de mode éthique qui ont des difficultés, qui peuvent même parfois se prendre des grandes vagues de colère quand elles parlent juste de mode éthique ou de faire mieux. Je ne sais pas ce que tu peux constater, toi, via ton expérience. Alors, ça, c'est une réalité. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas encore conscience de la gravité de la situation concernant la mode, concernant les quantités qui sont produites ou même les quantités qui sont achetées par les consommateurs. Et une des choses que beaucoup de personnes évoquent, c'est le coût par rapport à la mode. Il y a les bonnes pièces, les pièces de vêtements qui sont éthiques, responsables, faites de façon beaucoup plus responsable, elles ont un coût qui est plus élevé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de consommateurs qui se posent la question du prix et qui ont du mal à accéder à ces pièces-là par rapport au prix. Mais il existe des alternatives. Et je pense que moi, justement, dans mon cas, je peux parler des alternatives et c'est sûrement ce qui m'aide à atteindre une communauté différente. Donc moi, dans mon cas, je parle d'upcycling. Donc l'upcycling, c'est le fait de revaloriser des vêtements. Donc récupérer des t-shirts pour en faire une robe, récupérer du jean pour faire autre chose avec.
Et c'est ce qui me permet d'aborder les gens sans forcément leur parler directement de mode éco-responsable. Donc j'aborde les gens avec l'angle créatif. Toute personne a accès peut-être à une machine à coudre, toute personne a envie de personnaliser ses vêtements, avoir des vêtements aussi qui vont être complètement différents, sans forcément se tourner vers des marques. Donc c'est vrai que moi dans mon cas, je ne parle pas souvent de marques, mais plus d'upcycling, de tutos. Mais dans les rares cas où je parle de marque, du coup, les gens le reçoivent bien parce que ça se fait de façon rare, on va dire. C'est une excellente stratégie que tu mets en place. Noémie, je ne sais pas ce que tu en penses, tu es plus active sur le côté Instagram. Comment est-ce que tu vois la réception par ton audience? Comment est-ce que ça se passe? Moi, je dirais que j'ai quand même beaucoup de chance parce que j'ai une audience très bienveillante et des gens vraiment intéressés par le sujet. Après, je pense que j'ai toujours laissé comprendre aux gens que j'étais pas là pour les juger. En fait, je comprends les gens qui consomment encore de la fast fashion aujourd'hui parce que c'est la crise, le coût de la vie est très cher et que j'arrête pas de répéter aussi aux gens qui me suivent. Moi, je reçois des vêtements. Alors, je reçois déjà beaucoup de vêtements, même si j'essaye de les choisir au maximum pour que ce soit des choses qui me plaisent et que je vais porter longtemps. Mais clairement, si je ne recevais pas ces vêtements, je n'aurais pas les moyens de me les acheter moi-même. Donc je suis absolument consciente de ça. Donc ouais, rester dans la transparence, pas être dans le jugement. Et non, je trouve que moi, les gens qui me suivent sont globalement assez bienveillants, assez intéressés aussi, ils posent beaucoup de questions. Je trouve ça très cool. Ça c'est chouette ça, mais c'est aussi le phénomène, c'est un petit peu qui tout double. Soit tu as une communauté qui te suit bien, qui fait un peu echo chamber, donc chambre d'écho, où ça va résonner avec nos valeurs, ou parfois, mais effectivement j'ai l'impression que c'est plutôt sur TikTok que parfois il y a des personnes qui n'ont aucun rapport avec notre contenu, donc c'est chouette, mais le dialogue peut être un petit peu compliqué. Fanny, qu'est-ce que toi tu constaterais comme difficulté potentielle? On a parlé de l'opacité des marques et donc la difficulté d'établir un dialogue. Je pense que c'est un point intéressant sur lequel revenir, ou d'autres si tu estimes qu'ils sont pertinents. Sur les dérives en général de l'influence, moi je constate en général, alors pas forcément les comptes estampillés éthiques, mais en général deux problématiques. C'est le manque de transparence. Alors, encore une fois, je vais vous parler de la loi, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu la loi sur l'influence qui a été adoptée l'année dernière, le 9 juin 2023. Tu as raison, Charlotte, il n'y a pas grand-chose et on part de loin, donc c'est une première pierre à l'édifice. Et cette loi pose certaines obligations, et notamment quand il y a une collaboration, les influenceurs doivent préciser qu'il s'agit d'une collaboration avec deux mentions qui sont dans la loi, c'est publicité ou collaboration commerciale. La Commission européenne, donc ça c'est au niveau européen, a fait une étude début d'année 2024 pour voir quel était le pourcentage de conformité, la mise en avant du partenariat sur plusieurs comptes dans 24 pays, donc les 22 de l'Union européenne plus 2 autres pays. Eh bien, uniquement 20% des comptes faisaient état du partenariat, de la collaboration. Donc ça veut dire qu'effectivement, en 80% des cas, on est dans l'opacité totale. Donc ça, c'est au niveau européen, plus 2 autres pays, que sont la Norvège et l'Islande. En France, depuis l'année dernière, on a cette loi. Pas la peine d'être à la Commission européenne ou un institut spécialisé. Quand on fait soi-même le constat, on voit que beaucoup de comptes n'appliquent pas la loi. Alors, c'est quand même important parce que quand on n'a pas cette mention-là, on a l'impression que la personne met en avant un produit parce qu'elle en a tiré une bonne expérience personnelle, alors qu'en fait, elle reçoit une contrepartie. Donc c'est une publicité. Et on appelle ça une pratique commerciale trompeuse. C'est répréhensible. Ça peut aller jusqu'à 300 000 € d'amende, 1,5 million pour une entreprise, 2 ans d'emprisonnement. Mais là, c'est vraiment quand on cumule beaucoup. Et surtout, il y a une obligation de publication sur son compte de la condamnation. C'est la DGCCRF qui va faire le contrôle de tout ça. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils ont capé les équipes. Et il y a certains influenceurs depuis 2023 qui se sont fait épingler. Oui, effectivement. Et comme tu dis, devoir afficher la condamnation sur le compte, c'est pas fou. Niveau RP, ce qu'on peut déduire du fait que, même si cette loi est assez basique, elle existe, mais elle n'est pas respectée, c'est qu'on n'a pas donné les outils de contrôle nécessaires pour son application. Ça, j'en suis certaine. Comme d'habitude, c'est une carence des pouvoirs publics. On ne donne pas assez de moyens là où il devrait y en avoir. Mais c'est pas que le contrôle, c'est aussi d'informer. On est déjà dans les solutions, je suis désolée, mais c'est informer les gens, les accompagner, les former, leur dire voilà quelles sont leurs obligations.
parce qu'il y a eu un guide disponible sur le site du ministère de l'économie, mais quand même, c'est inaccessible. Ce Catastrophique. Pour l'audience du podcast, Charlotte a poussé un immense soupir. Et puis, on en a échangé avec Noémie, il y a d'autres obligations, des obligations fiscales, et je pense que les gens, dans la plupart des cas, ils veulent pas être en violation de la loi, c'est juste qu'ils n'ont pas l'information. Et donc, mais vraiment, parce que je pense que les gens veulent bien faire, il y a un gros problème de transparence et d'accompagnement de ces comptes vers plus de transparence. Sans surprise, nous avons dressé le bilan des défis qui se dressent face à l'influence éthique. Opacité des marques lors des collaborations, appât du gain qui amène vers la fast fashion, mais aussi pression économique qui mène à des partenariats douteux, manque d'information des consommatrices pour qui il est difficile de repérer les mauvais contenus, mais aussi manque d'accompagnement des influenceuses. Car c'est un métier qui attire beaucoup, mais dans lequel les gens tombent aussi sans formation préalable. Or, les pouvoirs publics ne les assistent pas pour construire des business en conformité avec la loi ou, tout simplement, la décence. Heureusement, nous avons proposé des solutions à ces questions, en commençant par l'initiative de Charlotte, qui a fondé Aware Collective, une association qui sensibilise les influenceuses à l'écologie. Elle nous en dit plus. Alors en fait, dans un premier temps, il y a 2 ans, j'ai fondé une association qui s'appelle Aware Collective. J'organise des voyages pour sensibiliser les influenceurs à l'éco-responsabilité. On approfondit un thème par voyage. On part 3 jours dans un endroit en France, en train, bien évidemment. Pas en jet privé? Pas encore, non. On n'a pas encore trouvé le moyen de rendre ça éco-responsable. On part avec un thème différent à chaque fois. Il y a eu un voyage sur la mode, bien sûr. Il y a eu un voyage sur l'alimentation, même sur le vin. Il y en aura sur les cosmétiques. En fait, tous les sujets qui sont abordés par les influenceurs pour leur donner les clés pour pouvoir mieux choisir leur partenariat et savoir de quoi ils parlent finalement plus en détail et quel est l'impact de ce dont ils parlent. Et donc, par la suite, nous avons écrit un livre avec ma sœur qui s'appelle Influenceur. Oui, je peux vous le montrer. Influenceur, influenceuse engagée. Et en fait, c'est un guide pratique pour se lancer sur les réseaux sociaux parce que c'est un métier qui attire effectivement énormément de personnes et notamment beaucoup les jeunes. Et en fait, c'est pour donner une définition de l'influence, de ce qu'est vraiment ce métier, comment ça se passe, comment se lancer, des conseils sur les réseaux sociaux, mais de manière éthique et éco-responsable autant que possible. Et quel accueil rencontre cette initiative que tu as menée? Est-ce que ça t'est arrivé, par exemple, d'embarquer des gens en voyage qui étaient un petit peu sceptiques et qui sont ressortis convertis? Ou est-ce que tu as plutôt des influenceurs qui résonnent déjà avec ton discours? Alors en fait, les profils que j'invite, en général, j'invite 6 influenceurs et des intervenants. Et on est tous ensemble pendant le voyage. Le but, c'est qu'il y ait vraiment un dialogue en fait, entre les influenceurs et les intervenants spécialisés. Et les influenceurs que j'invite ne sont pas rémunérés. Donc forcément, s'ils viennent, c'est qu'ils ont au moins un tout petit peu la graine, ils s'intéressent au moins un minimum à l'écologie et en tout cas à améliorer leur manière de pratiquer leur métier en fait. Donc ça c'est forcément le minimum. En revanche, il y a beaucoup d'influenceurs qui viennent, qui prennent l'avion plusieurs fois par mois, qui font des partenariats qui sont vraiment pas toujours éthiques. Et justement, c'est ça qui est intéressant. J'essaye d'inviter des personnes qui sont pas déjà hyper engagées, ou alors 1 ou 2 profils, mais mélanger un petit peu. Donc voilà, le but c'est de trouver des personnes qui sont au milieu, qui commencent à s'y intéresser, mais qui n'en parlent pas forcément sur leurs réseaux sociaux. Et en général, en fait, c'est très bien accueilli, parce que mon but n'est pas du tout de les culpabiliser. J'ai aucune leçon à donner, moi je viens de la mode, je suis mannequin, il n'y a pas de pire métier. Non mais c'est vrai, je suis l'incarnation du consumérisme et du capitalisme. J'aime bien dire que je suis le diable d'ailleurs, voilà, enchantée. On a eu du mal à la booker, mais on a réussi. Donc voilà, j'ai pas de leçon à donner. L'idée, c'est juste de se donner des clés, d'échanger, de se donner des conseils. Moi, j'apprends tous les jours sur mon métier et de meilleures manières de le pratiquer. Donc en fait, c'est ça, c'est un échange et on apprend tous ensemble. Donc souvent, c'est très bien reçu. Après, de là à dire que c'est un déclic et qu'au retour du voyage, ils ont tous arrêté leur partenariat moyen et de prendre l'avion. Non, ça c'est un peu difficile en une seule fois, mais c'est un travail de longue haleine. Mais je trouve que tu soulèves aussi, et vous l'aviez déjà évoqué, un aspect qui est extrêmement important dans le fait de faire changer les gens d'avis, c'est la pédagogie. Et ça peut être compliqué quand on est fatigué, notamment si on est quelqu'un sur les réseaux, voit un post qui nous pose problème, on a envie d'y réagir, c'est parfaitement normal, mais je trouve que c'est extrêmement précieux
qu'on ait des personnes qui investissent un temps et un espace pour dialoguer tranquillement. C'est les études scientifiques qui le démontrent. Les gens sont plus réceptifs à nos discours quand on reste calme. Et donc je trouve ça vraiment chouette que tu crées ces espaces. Et je voulais vous demander aussi à toutes, par rapport à la question du dialogue, est-ce que ça vous arrive, que ce soit dans les événements, dans les soirées, bon alors souvent on se retrouve dans les mêmes événements où tout le monde est hyper écolo, mais dans les soirées un petit peu plus de l'industrie mainstream, on va dire, est-ce que vous discutez avec d'autres influenceurs ou influenceuses, et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un questionnement au sein même de la communauté? Est-ce que ça peut aider que d'autres influenceurs nous parlent en dehors des voyages hyper sophistiqués? Gérald, là je m'adresse à toi parce qu'on s'était rencontrés dans ce genre de soirée par exemple. Alors moi, pour mon cas, dans le domaine de la mode, j'arrive à avoir accès, on va dire, à des événements qui ne sont pas forcément tournés que vers l'éthique, vers l'éco-responsabilité. Des événements qui vont être plus sur la mode pure, la mode comme on l'imagine, un peu superficielle, etc. Et j'arrive du coup à discuter avec ces personnes-là. Et c'est vrai que j'ai des bons retours, donc des personnes qui me disent que ça a éveillé leur curiosité de voir le travail que je fais. Ça leur a aussi des fois donné envie de se mettre à la couture. J'ai beaucoup de personnes qui ont eu envie de se mettre à la couture en voyant les créations que je fais. Et puis c'est toujours plaisant d'avoir ses propres vêtements. Et il y a ce questionnement qui arrive. De ce que je vois, les gens commencent à se poser des questions. Les gens aussi ont envie de faire mieux en voyant d'autres personnes le faire. Je pense que ça motive beaucoup, parce que si on a un petit questionnement qui arrive, si on a envie de faire mieux, mais qu'on n'a aucun exemple à suivre, ça peut être vraiment très très compliqué d'aller chercher l'information, parce que quand on parle de mode éco-responsable, quand on parle d'éthique, il y a beaucoup d'informations, c'est des chiffres, c'est très lourd. Moi personnellement, j'ai fait un master sur la mode éco-responsable, donc j'étais déjà un peu armée sur le sujet, mais je peux comprendre qu'une personne qui est complètement novice puisse se sentir découragée si elle n'a pas d'autres personnes à voir qui le fait. Oui, puis c'est extrêmement intimidant quand on se dit en fait j'ai envie de parler de valeurs, mais peut-être que je vais dire une bêtise à ma communauté, donc mieux vaut que je ne dise rien. Enfin, c'est quelque chose qui peut mettre la pression aux gens, on le voit. Moi j'ai déjà entendu, pour les marques c'est aussi beaucoup une excuse, mais c'est vrai que quand on est un individu, on peut avoir peur de dire des bêtises, et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Fanny, le côté où on a besoin de les accompagner très concrètement aussi. Est-ce que tu verrais une façon de mettre ça en place? Déjà, ton compte existe. Il y a aussi des comptes d'influence qui sont extrêmement cool. Paye ton influence, qui accompagnent parfois des influenceurs, des influenceuses qui donnent des informations accessibles au public parce que c'est sur leur propre compte Instagram. Je ne sais pas si tu vois d'autres façons dont on pourrait lancer le dialogue, ou d'autres solutions. Hein. Le constat que je fais, c'est que les gens veulent tous mieux faire. Franchement, dans la majorité des cas, les gens veulent mieux faire et ont une bonne constitution. Et pour ça, il y a deux manières de les accompagner. C'est de les informer, pour les accompagner au questionnement, aussi à la réflexion, à l'analyse, de faire pause sur notre société qui va hyper vite, mais qui est toujours allée assez vite en fait. Voilà. Donc le questionnement, l'information, vraiment la partie réflexive. Et ils ont besoin aussi d'exemples concrets. Ils ont besoin de réflexion et d'exemples concrets. Donc à chaque fois, il faut osciller entre les deux. Ça peut être mettre en avant des marques éco-responsables, ça peut être effectivement coudre, upcycler, faire soi-même. Je sais que Charlotte, souvent tu les questionnes, ou tu fais ça avec beaucoup d'humour. J'aime beaucoup ce ton-là, parce que quand on ouvre le champ de l'analyse, il faut le faire sans culpabilité, souvent avec de l'humour, et il faut faire ça de manière un peu détournée en fait. Donc il faut être hyper imaginative quand on se prête à l'exercice. Mais c'est ce qui rend aussi l'exercice très intéressant. C'est effectivement beaucoup de créativité. Noémie, est-ce que tu vois d'autres types où tu pourrais détailler s'il y a des solutions ici qui te parlent pour essayer de rendre l'influence mode un petit peu plus éthique? Moi, j'aime bien la notion de transparence avec les abonnés, qui me paraît absolument essentielle, qui n'est pas du tout une norme, malheureusement. Ouais, malheureusement, la transparence, c'est primordial. Moi, je leur dis tout le temps que maintenant, le sujet de la mode éco-responsable, c'est un sujet qui me passionne. Décortiquer une marque pour savoir si vraiment elle a des valeurs et des engagements, j'adore faire ça, et que je suis là pour le faire à leur place, parce qu'en fait les gens n'ont pas le temps de faire ça et c'est normal, et que j'ai envie de leur fournir un espace où si je leur montre une marque, ils n'ont aucun doute à avoir sur l'éco-responsabilité de celle-là, et ils n'ont pas besoin de réfléchir. Malheureusement, quand on parlait des dérives tout à l'heure, je vois beaucoup de comptes entre guillemets soi-disant éthiques et éco-responsables qui vont présenter des marques qui ne le sont pas, mais en fait je ne blâme pas ces personnes-là, parce qu'en fait c'est des personnes qui n'ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir analyser ces marques-là, et je dirais qu'il faudrait faire un travail aussi en agence
Moi, je suis pas du tout en agence, mais je pense, c'est vraiment qu'une supposition parce que j'ai absolument pas le nez dedans, mais que les agences d'influence aujourd'hui sont pas hyper bien formées à ces sujets-là et du coup peuvent pas avoir l'impact positif sur les gens qu'elles représentent aussi. C'est-à-dire que je pense que c'est déjà arrivé plein de fois qu'il y ait des erreurs de ah bah tiens, je te propose cette marque-là parce qu'elle a l'air green et de bonne pas foi, du tout. quoi. Oui, et de bonne foi. Je pense qu'il y a quand même un gros travail à faire en agence parce qu'il faut quand même se rendre compte du poids qu'on ait 5000 abonnés ou qu'on en ait 200 000. Pour moi, c'est pareil, on parle à des gens et il y a un espèce de truc de la désinformation aujourd'hui sur les réseaux et de vouloir donner son avis à propos de tout, même si on ne connaît pas un sujet parfaitement. Et du coup, les gros influenceurs, je pense qu'ils sont encore moins bien accompagnés parce que ils ont aussi plus de demandes, plus de propositions et en fait, ils ont pas le temps en fait, de vérifier. Voilà. J'ai l'impression que je me suis un peu éparpillée dans ce que je viens de dire. Non, au contraire, c'est hyper limpide ce que tu dis, c'est qu'il y a un travail, donc pour les personnes qui ne savent pas, une bonne partie de l'influence mode, même si c'est pas le cas de tout le monde, est encadrée par des agences. Donc c'est des personnes qui vont recevoir et filtrer les demandes de partenariat, les invitations en interview parfois. Et effectivement, Charlotte, je ne sais pas si tu veux réagir, mais tu hochais la tête beaucoup sur le fait que les agences, je ne sais pas ce que tu en penses, ce que tu peux observer. Non, mais en tout cas, je suis entièrement d'accord avec le point que tu soulèves, Noémie. Il y a un vrai problème avec les agences. Et pour moi qui souhaite, en tout cas, je peux parler de mon exemple personnel, c'est que quand je souhaitais être engagée, donc depuis quelques années, en fait, les agences n'y comprenaient rien. Mais pour le coup, je parle autant du mannequinat que de l'influence, mais c'est délirant. C'est un niveau où on va me dire... donc l'autre fois, par exemple, on m'a proposé une campagne pour Qatar Airways. Quand on connaît l'impact de l'avion, et enfin bref, tout ce que ça implique, et donc c'était une somme importante, et mon agence me dit « Ah bon, mais tu refuses ?» Je dis « Bah oui, non, mais en fait c'est pas possible. Si j'accepte quelque chose comme ça, en fait ma carrière est finie. » Ça n'a aucune logique. Donc c'est pour dire à quel point ils sont éloignés de cet engagement et de ces questionnements-là. Donc il y aura un vrai travail à faire auprès des agences, oui. Ouais, et aussi, à mon avis, encore une fois, mais ils n'ont pas envie de s'y intéresser parce que c'est pas les sujets qui rapportent de l'argent en fait. C'est aussi ça revient au nerf de la guerre. Et là aussi, je pense qu'il y aura un travail à faire auprès d'eux et auprès des influenceuses parce que je pense qu'aujourd'hui, s'engager et avoir un discours recherché, fouillé, comme tu disais, où on va vraiment voir ce qu'il y a derrière une marque et pas juste faire la promotion de tout et n'importe quoi juste parce qu'il y a de l'argent derrière. En fait, ça donne une vraie crédibilité et c'est un cercle vertueux. Et à terme, oui, à court terme, ce sera sûrement des sacrifices, c'est une évidence. Mais sur le long terme, ça veut dire une carrière en fait où notre audience a confiance en nous, où en fait on fait le travail presque d'un journaliste. Et je crois que ce sera vertueux pour tout le monde, pour les agences, pour les influenceurs, enfin pour tout le monde finalement. Ça peut faire une carrière plus pérenne. Tu voulais réagir, Fanny ? C'est pareil pour la loi, hein. Ils y connaissent rien, c'est une catastrophe. En fait, tout ça, juste pour rebondir, effectivement, ça manque de transparence et de cohérence dans les contenus. Et on doit changer tout ça. Et pardon, je me permets de rebondir sur juste ce point-là de la loi. Vous parliez tout à l'heure du fait que les influenceurs veulent bien faire, mais qu'en fait, souvent, ils n'ont juste pas compris le guide pratique, par exemple, de collaboration commerciale, etc. Moi, sans blague, parce que j'assiste à beaucoup d'événements, de voyages, d'influence et tout ça, avec plein de types d'influenceurs. En fait, on est tous là à se dire... moi, j'ai fait du droit, donc je comprends déjà un petit peu mieux, mais... On est tous là à se dire, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quel est le bon comportement ? On ne sait plus parce qu'on nous envoie des documents dans tous les sens qui disent tout et son contraire. Donc, en fait, la plupart sont terrifiés et essayent de bien faire, mais juste, ils ne trouvent pas les bonnes solutions. Voilà, si je veux faire l'avocat du diable. Donc là, ce que tu pointes comme solution potentielle, ce serait une solution que je pense n'importe quelle Française et Français serait d'accord, qui serait simplifier l'administration ou en tout cas avoir... bon, là, j'imagine totalement, d'autant plus que je doute que l'écologie soit leur priorité actuellement. On pourrait imaginer un service qui serait financé et consacré à vraiment le dialogue avec les influenceurs-influenceuses pour leur expliquer la loi. Donc ça, c'est un investissement public qui est tout à fait normal parce qu'on ne peut pas sous-estimer le pouvoir de l'influence aujourd'hui. Ce serait une lourde erreur politique, même tout simplement. Donc si jamais Michel Barnier m'entend qu'il veut exécuter cette demande, ça n'arrivera jamais, mais je décide d'y croire. En tout cas, on peut noter ça. Et étant donné que les pouvoirs publics risquent de ne pas du tout prioriser cette question, on peut aussi décider que c'est une initiative qu'on fait au sein de l'industrie. J'imagine par exemple avoir plus de journalistes qui écrivent sur le sujet ou qui font des podcasts, mais même au niveau des personnes qui nous écoutent, vous êtes un citoyen, une citoyenne, vous pouvez aussi
dans le respect et sans harcèlement, allez sur les comptes de vos influenceurs, influenceuses préférées, mettre des commentaires pour dire on ne comprend pas d'où ça vient, on aimerait savoir mieux. Et souvent, c'est un détail qui est très important, les influenceurs et influenceuses ont le nom de leur agence qui est inscrit dans leur bio, notamment pour que les journalistes puissent les joindre. Donc n'hésitez pas à taguer les agences, vous pouvez les trouver aussi sur le compte via leur mention sur le compte des influenceurs influenceuses. Vous pouvez leur écrire des mails. On pourrait tout à fait imaginer une action coordonnée où on écrit à plusieurs agences, on fait une pétition, on s'y met à plusieurs. On improvise des solutions beaucoup aussi, parce qu'il y a tant à faire. Mais donc c'est quelque chose qui est intéressant de passer par le prisme des agences. Et j'imagine, si d'autant plus les personnes qu'elles représentent viennent leur dire voilà, ma communauté demande de plus en plus d'éco-responsabilité, j'aimerais bien le faire. Est-ce que vous auriez une formation? Est-ce qu'on pourrait embaucher un juriste? Admettons que toute l'agence demande ça, peut-être que ça peut faire un déclic. C'est ça qui est assez compliqué dans toutes les questions de transfert dans l'industrie. À la fois, chaque partie, donc on parle d'influenceurs, de marques, de journalistes, peut poser problème et peut participer au problème, parce que voilà, le journaliste ne va pas oser critiquer une marque qui finance son média, et telle marque ne va pas oser parler par peur de faire une gaffe. Mais on peut aussi tous faire partie de la solution en ayant un petit peu des gens dans chaque domaine, et vraiment les consommateurs, consommatrices, étant donné que ce sont les gens qui possèdent l'argent, il y a un rôle à jouer, ne pas hésiter à prendre la parole, mais c'est vrai que l'idée de viser plus les agences est vraiment très intéressante, donc on jette cette idée dans l'espace public et on va voir ce qu'on peut en faire. J'aime bien ce que tu évoquais au début, Charlotte, l'indépendance des créateurs et créatrices de contenu et le fait qu'on alterne avec deux activités. Noémie, tu fais ça pas mal. Géralda, est-ce que c'est ton cas aussi? Est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu comment vous vous débrouillez, comment vous divisez votre temps peut-être? Alors moi, dans mon cas, avant j'étais en agence, donc c'était l'agence qui s'occupait de tous les partenariats d'influence, de la négociation. Et moi, je m'occupais de toute la partie créative, donc je continuais à faire mon contenu, à faire les créations. Et donc aujourd'hui, je suis suivie par une personne qui m'aide sur les partenariats, mais aussi sur mon activité à côté. Donc je fais des créations pour les particuliers ou pour les entreprises, donc toujours en upcycling, donc ça peut être des demandes plus ou moins complexes. Et ce que je fais, c'est que j'ai une personne du coup qui m'aide sur les deux parties. Et j'essaie de faire le moins d'administratif possible parce que c'est pas mon fort du tout. J'essaie de me concentrer sur la partie vraiment créative. Donc que ce soit sur les vêtements ou sur les réseaux sociaux. Et j'ai un appui donc pour toute la partie plus analyse des statistiques sur les réseaux sociaux, analyse des tendances, etc. Donc en fait, là, ce que tu nous dis, c'est que tu consacres, j'espère, un budget à cette personne, tu ne l'exploites pas, mais donc c'est un investissement que tu as choisi de faire, mais pour pouvoir trouver cet équilibre professionnel. Donc si jamais des influenceurs ou influenceuses nous écoutent, parfois il faut prendre une petite somme de nos gains pour justement trouver un meilleur équilibre et moins dépendre de l'industrie. C'est effectivement un très bon conseil. Noémie, comment tu fais toi ta cuisine interne? Alors je suis très contente parce que aujourd'hui je fais plusieurs activités, mais au moins elles ont tous un lien avec la mode responsable, donc qui est vraiment le sujet qui m'anime aujourd'hui profondément et qui me passionne, donc je suis vraiment très contente. Donc j'ai mon compte Instagram qui aujourd'hui représente, je dirais, 10% de mes revenus annuels. Et à côté de ça, j'ai lancé une offre de consulting en fait, pour accompagner les marques responsables dans leur développement, spécifiquement dans l'image, parce que de base je suis photographe, donc je fais aussi de la photo, mais uniquement pour des marques engagées. Aujourd'hui, je me laisse le droit je m'accorde ce petit luxe de choisir mes clients et de faire des photos uniquement pour des marques engagées. Du coup, je bosse avec des marques responsables, que ce soit sur la durée ou ponctuellement, pour les aider dans leur développement, parce que malheureusement, il y a plein de marques qui se lancent, qui sont toutes seules. Souvent, c'est une personne qui lance sa marque. La plupart du temps, oui. La plupart du temps. Elle n'a ni toutes les connaissances, ni les moyens pour tout faire. Et en fait, la marque finit par se casser la gueule, parce qu'en fait, c'est normal. On ne peut pas tout faire et tout savoir et avoir les bons outils. Et du coup, aujourd'hui, j'essaie de les aider avec mes connaissances que j'ai des réseaux sociaux, du milieu de l'image, donc autant côté image, vidéo, stratégie digitale, voilà. Et je suis très contente de ça. Félicitations, parce que c'est un bel équilibre et je trouve que c'est un autre conseil qui est utile pour les influenceurs et influenceuses qui voudraient un petit peu se diversifier. Effectivement, on peut faire le choix d'un travail alimentaire qui n'a rien à voir, mais on peut aussi tout simplement se consacrer à sa propre expertise d'une autre manière, en fait, comme tu le fais, en accompagnant
les marketing en faisant de la couture, et je trouve que c'est un conseil assez chouette et qui permet de rester dans son domaine. Donc c'est assez sympa. Tu voulais réagir, Oui, Gérald? je voulais ajouter que justement le fait de faire de l'influence et avoir une autre activité à côté qui est toujours en lien, en fait ça permet de créer une synergie entre les deux. Moi, ce que je vais faire en dehors de l'influence, vu que c'est toujours en lien avec l'upcycling, ça va me permettre de créer du contenu. Et la création de contenu va me permettre d'aller vers des clients, vers des publics qui vont m'apporter sur ce que je fais à côté. C'est comme un cercle vertueux et je pense que l'idéal, c'est que ce soit sur l'influence ou sur l'activité qu'on fasse à côté, d'y mettre du sens et d'avoir une ligne directive qui soit toujours la même en fait. Grâce à ces multiples propositions, il est possible que chaque acteur de l'industrie et du public joue un rôle dans la création d'une influence plus responsable. Mais ce but est-il vraiment atteignable ? Comme pour chacun de nos longs formats, j'ai souhaité conclure la discussion sur une petite projection dans l'avenir. Comment nos invités se sentent-elles quand elles réfléchissent au futur de l'influence mode ? Charlotte se lance. Je ne vais pas être très optimiste parce que ma première réponse va être que dans un monde soutenable, je ne suis pas sûre que les influenceurs et influenceuses existent. Voilà, c'est pas forcément compatible avec un mode de vie éco-responsable. Maintenant, parce qu'on va passer par plusieurs étapes avant d'en arriver là, j'espère de tout mon cœur que les influenceurs et influenceuses vont prendre conscience de l'impact qu'ils ont, parce qu'il faut savoir qu'ils ne sont pas seulement une source de divertissement, ils sont aussi une source d'information. Pour la plupart des jeunes, c'est leur première source d'information. Donc pour plus de 66% des jeunes, les influenceurs sont la première source d'information. Donc en fait, quand on sait ça et qu'on se rend compte de la responsabilité que les influenceurs ont, ben voilà, j'espère qu'en fait ils vont le réaliser et qu'on va aller vers une influence plus responsable, plus réfléchie et avec plus de discussions et de réflexions sur les partenariats et sur le mode de vie qu'on met en avant. Je te rejoins tout à fait là-dessus. Ce qu'on essaye de faire actuellement, c'est une transition. Alors, il y a certaines personnes qui veulent aller tout de suite dans d'autres solutions opposées, qui luttent contre l'influence. Pourquoi pas ? C'est un point de vue qui s'entend. Mais je trouve ça intéressant aussi qu'on ait des gens qui ont un pied dans le système et qui essayent de faire évoluer les choses tout doucement. De toute façon, c'est ce que je dis souvent, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer. Gérald, qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu vois l'avenir ? Moi, pour ma part, il y a une chose que je constate, c'est j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vague d'influenceurs qui arrivent, qui sont des influenceurs qui vont proposer un contenu beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus aussi expert. Donc des personnes, par exemple, qui vont, que ce soit sur la mode, faire de la transformation de vêtements, mais aussi par exemple sur les meubles, la décoration, faire de la décoration autrement, faire beaucoup de DIY et en fait apprendre aux gens absolument tout et n'importe quoi, même sur la cuisine, voilà. Et je pense que ces influenceurs-là, ils vont peut-être prendre plus de place parce que c'est une aide directe pour les personnes et c'est aussi une façon de leur apprendre à consommer différemment ou plutôt même ne pas consommer et faire les choses soi-même. C'est une belle solution, je pense. C'est une excellente solution, c'est un peu une influence de la pratique plutôt qu'une influence de la consommation. Et d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à tout le discours qu'il y a autour, moi je ne suis pas hyper convaincue, mais de la désinfluence. Donc des influenceurs qui vont à dire acheter moins de produits ou tel produit est nul. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Pour le moment, l'économie et le climat n'en ont pas encore vu un gros impact, mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, Noémie ? Alors moi j'ai envie de dire que je suis quand même optimiste parce que je suis de nature très optimiste et que si je l'étais pas, je pense que j'arrêterais tout de suite de faire ce que je suis en train de faire. Sinon ce serait trop déprimant. Donc non, j'ai envie d'y croire, pas que à l'influence engagée, mais que les gens vont se responsabiliser, qu'ils vont être de plus en plus curieux et engagés, que ce soit dans tous les domaines finalement. Et voilà, j'espère que ça va aller dans le bon sens, qu'on va réussir à mettre des choses en place. Et là, j'étais en train de me dire que c'est un sujet auquel j'aimerais bien parler, avec justement un influenceur qui n'est pas engagé, tu vois. Et je pense qu'on peut en apprendre beaucoup de ces personnes-là. Tu vois, on parlait tout à l'heure de quand tu vas dans des soirées où il n'y a pas forcément le même microcosme que le tien. Et je trouve ça très intéressant au final de parler avec des gens qui ne sont pas de notre microcosme, parce que justement, nous, on a la tête tellement toute la journée là-dedans qu'on a l'impression aussi des fois que les gens sont au courant. Mais en fait, il suffit d'aller sur TikTok pour se rendre compte qu'il y a encore plein de gens qui savent pas en fait ce que c'est l'ultra fast fashion, qui savent pas ce que ça implique d'acheter chez Shein et chez Temu. Et c'est important de parler à ces gens-là parce qu'en fait c'est ces gens-là qu'il faut convaincre et qu'il faut éduquer avec des très grands guillemets. Absolument, toujours le dialogue. C'est le week-end, on est très peace and love. Fanny, qu'est-ce que tu en penses ? Je t'ai posé cette question sur 4 sujets différents et là maintenant on parle de l'avenir de l'influence mode.
Je suis moins optimiste que toi, mais effectivement, je pense qu'il faut essayer et puis espérer. Après, quand on voit le marché de la mode qui a quand même très fortement évolué ces dernières années, on voit que ce sont des gros acteurs made in cracra qui prennent le marché. Je suis pas ultra positive, mais il faut quand même espérer et essayer. Je te rejoins là-dessus, c'est vraiment le conseil qu'on donne à chaque fois. Et il me semble que c'est Camille Etienne, qui est une activiste pour le climat, qui le formule comme ça, en mode de toute façon, on n'a pas le choix. Donc autant essayer et de toute façon mettre en place toutes les solutions dont on a parlé, qu'on soit consommatrice, influenceuse, qu'on travaille dans une marque de mode. Ces gens-là ont un grand pouvoir. Ou journaliste, donc à bon entendeur pour mes collègues. Et quand on est dans l'événementiel aussi. Donc on peut remercier Who's Next et on peut remercier Impact de nous avoir donné cet espace de parole. Et merci à vous beaucoup d'être présents avec nous. Et merci les filles, c'était super intéressant. Merci. Merci infiniment à Charlotte, Géralda, Fanny et Noémie d'avoir partagé leur expertise et leurs convictions avec nous. Pour soutenir une influence engagée, je vous conseille vivement de suivre leurs projets. Retrouvez Charlotte à Chamello et Aware Collective sur Instagram, Géralda à Géralda Barros-du-bas sur Instagram et TikTok, Fanny à The Greenimalist sur Instagram et Noémie à _du-bas jetable sur Instagram également. Merci également à Télio Garfive pour la production de notre générique. Vous avez aimé l'épisode ? C'est le 30e long format de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour faire connaître ce projet indépendant et engagé, n'hésitez pas à nous mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, retrouvez-nous à coutureapparente.podcast sur Instagram et inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir directement les prochains épisodes. Pour ça, le lien est dans la bio. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 19 novembre pour le prochain épisode de Couture Apparente.